je dirais de l'enfance abusée, et ça démarre avec un vieux, désolé. Ce que je veux dire, c'est que les enfants qui survivent, puisque c'est exactement ça, c'est comme ça qu'il faut les appeler, c'est les enfants qui sont abusés, quand ils vivent avec ça, ce sont des survivants. C'est mon cas. Moi, je considère que je suis un survivant et je suis passé par tout un tas de phases. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu besoin d'écrire il y a quelques mois sur ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant. Et je vous propose de commencer par la fin. Je vais vous lire l'épilogue, une petite partie de l'épilogue du bouquin, pour que vous compreniez un petit peu l'état d'esprit dans lequel on peut être quand on vomit tout ce mal-être, quoi. Je souffle. 4 mois intenses me séparent de la page blanche, 4 mois durant lesquels la vie ne s'est pas arrêtée, bien au contraire. Le travail, les déplacements, la famille, les amis, les événements musicaux et la lecture ont continué à jalonner mon quotidien. C'est entre la Réunion, Mayotte, l'île Maurice, la Bretagne, les Pyrénées et même Barcelone que j'ai pu écrire mon histoire en 4 mois, celle de Laurette, et en imaginer d'autres pour exorciser toutes les réflexions que suscite en moi le thème de l'enfance abusée. Les heures d'avion et les temps d'agréable solitude à l'hôtel ont également été précieux pour mener à bien cet exercice initié dans un but thérapeutique. J'ai écrit partout, de jour comme de nuit. J'ai découvert avec un incroyable plaisir le carnet et le crayon dont on ne se sépare plus, ceux qui permettent de figer les idées qui d'habitude s'envolent aussi vite qu'elles naissent dans votre esprit. Je n'avais rien lu de toute ma vie sur le sujet, car mes nuits hantées suffisaient amplement à saturer mon esprit résigné. Je ne suis pas du tout un adepte des livres témoignages, préférant m'évader dans l'histoire ou la fiction. J'ai cependant visionné pendant les 4 mois d'écriture, à outrance, tout ce que j'ai pu trouver de reportages pour m'imprégner de nombreux récits de victimes et d'analyses d'experts. J'ai lu tous les rapports mis à ma disposition en ligne par les associations de défense sur le droit de l'enfance. Ce travail de recherche intense m'a donné les clés de la sémantique qui entoure le sujet, des mécanismes psychologiques qui l'entourent, qui l'accompagnent, la législation qui l'encadre. Et il m'a souvent aussi donné la nausée. Souvent. Ces derniers temps, j'ai beaucoup évoqué le sujet de l'écriture et de nombreux ouvrages m'ont été régulièrement conseillés par des amis en me disant « tu n'as pas lu ci, tu n'as pas lu ça, tu devrais ». Et donc c'est ainsi en fin de parcours que j'ai consacré quelques jours à lire le livre de Delphine de Vigan qui s'appelle « Rien ne s'oppose à la nuit ». C'est un terrible récit en fait de l'histoire qu'elle fait de sa mère. C'est un récit qui fait évidemment écho à mon histoire, même si l'agresseur dans mon cas n'est heureusement pas mon père. Et au moment où je me demandais en fait de quelle manière j'allais résumer mon état d'esprit durant ces 4 mois d'écriture, j'ai lu dans ce roman un passage qui a résumé parfaitement mon ressenti. Donc je vous le livre. Là, c'est Françoise de Vigan qui écrit « Quoi que je dise et fanfaronne, il y a une douleur à se plonger dans ses souvenirs, à faire ressurgir ce qui s'est dilué, effacé, ce qui a été recouvert. À mesure que j'avance, je perçois l'impact de l'écriture et des recherches qu'elle impose. Je ne peux ignorer le facteur majeur de perturbation que celle-ci représente pour moi. L'écriture me met à nu, détruit une à une mes barrières de protection, défait en silence mon propre périmètre de sécurité. » Notez qu'elle écrit au sujet de sa mère. Donc elle n'écrit pas à son sujet, et voilà ce qu'elle est capable de ressentir. Donc je vous laisse imaginer la dimension que ça peut prendre quand on écrit sur sa propre vie, quoi. Au moment où j'écris ces lignes, je me remarque que j'écris enfin à la première personne. Lorsque j'ai débuté, cela me était impossible d'écrire à la première personne. Là, je structure ma pensée, j'écris, j'avance comme si ce livre allait être édité, largement diffusé, alors qu'en réalité, je n'en sais rien. Je ne sais même pas si ces écrits seront ou non publiés. Ils ne le seront qu'à la condition qu'ils suscitent l'intérêt d'une maison d'édition. Et j'ai entendu à ce sujet beaucoup de gens qui m'ont dit tu vas voir, c'est là que le parcours du combattant démarre quand il faut chercher une maison d'édition. Et moi, je lui ai répondu que pas du tout. Qu'il soit édité ou pas, pour moi, le plus dur, il est vraiment derrière moi, quoi. Donc, ce que je considère, c'est que pour moi, les écrits, ils ont fait le boulot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais mieux. Donc, je vais pouvoir vous raconter ce qui m'est arrivé. Moi, je pense que c'est vrai que Lydia était contente qu'un homme puisse témoigner parce que je pense que c'est pas fréquent. Moi, j'ai eu 50 ans il n'y a pas très longtemps et j'ai parlé de ce qui m'est arrivé pour la première fois à 43 ans. J'ai été violé par mon cousin de l'âge de 5 ans à 7 ans, chez mes parents, chez ma grand-mère, partout pendant 2 ans. Et j'en ai jamais parlé.
Et j'y ai pensé tous les jours. Tous les jours de ma vie, j'y ai pensé. J'ai fait toute ma vie comme ça, sans jamais pouvoir en parler, quoi, à aucun moment. Et le résultat de tout ça, c'est que j'ai survécu. Je suis fier d'avoir survécu, mais ça n'a pas été sans dommage. C'est-à-dire que j'ai fait usage de beaucoup de drogues. J'étais accro à la cocaïne pendant plus de 10 ans. J'ai beaucoup bu, j'ai fumé énormément de cannabis très tôt. Dès l'âge de 13 ans, je fumais tous les jours jusqu'à tard. Et tout ça, j'ai réussi à le faire malgré tout en ayant une vie sociale normale, en ayant une carrière plutôt bien, une bonne situation. J'ai monté plusieurs sociétés à mon compte. Voilà, je l'ai fait parce que si j'avais pas fait tout ça, je serais mort, quoi. Je me serais foutu en l'air. Tout simplement parce que je pouvais pas m'arrêter, parce que dès que je m'arrêtais, c'était le chaos dans ma tête, quoi. Donc voilà, je voulais juste vous dire qu'on pouvait s'en sortir, mais que j'aurais aimé avoir le courage de Rasmina de pouvoir en parler avant. Et je ne l'ai pas eu à aucun moment. J'ai eu des perches pour le faire, mais j'ai jamais pu le faire, quoi. J'ai jamais pu avoir le courage de faire exploser ma famille, quoi. Et au moment où je vous parle, même mes parents ne sont pas au courant du bouquin que j'ai écrit, quoi. Ils savent, je leur en ai parlé il y a 7 ans, quand j'en ai parlé la première fois. Et je suis d'une famille tout à fait normale, avec des parents que j'adore, mais plus jamais ils m'ont demandé, après cet échange, plus jamais ils m'ont demandé comment j'allais, quoi. Plus jamais. Ni eux, ni mes frères, ni personne, quoi. Il y a un tabou qui est là. Je pense qu'on est là pour parler de ça, c'est ce tabou, mais voilà. Il existe partout, et ce que j'ai vécu, il n'y a pas de milieu social pour ça, il y a pas de, il y a pas, ça n'a rien à voir avec les religions, ça n'a rien à voir avec les pays, c'est juste une déviance qui est universelle et qui existera toujours. Donc il faut juste qu'il y ait des gens comme vous, comme nous, pour briser la parole. Et mon bouquin, quand je l'ai fait lire, puisque tout au long de l'écriture, c'est 5 nouvelles, mais ma nouvelle à moi, je l'ai faite lire à beaucoup de gens. Et quand j'en étais arrivé à 30 personnes qui la lisaient, il y en avait déjà 6 qui m'avaient parlé de ce qu'ils avaient vécu, alors qu'ils n'en avaient jamais parlé à personne, quoi. Et j'ai récemment fait une publication sur Facebook pour parler de mon livre. Et là, c'est quasiment le double J'en suis à une 15-16 personnes qui m'ont écrit, des proches, hein, qui m'ont écrit en me disant qu'ils avaient vécu aussi des choses, et pour certains, bien pires que moi, quoi. Donc voilà.